Les Lamianes sont peut-être dépourvues de la force brute qui caractérise certaines des autres lignées, mais elles compensent largement cette petite faiblesse par leur ruse, leur fourberie et leur talent pour la manipulation. La sororité voue un grand mépris aux hommes. Aussi les vampires Lamianes mâles sont-ils rarissimes. Au contraire, les élus sont souvent de très belles vierges, issues des noblesses bretoniennes et impériales, auxquelles est accordé le baiser de sang. Leur beauté est telle qu'il leur est facile de jouer avec les hommes, tirant en secret les ficelles du monde et exerçant un contrôle aussi invisible qu'indescriptible sur le déroulement de l'histoire. Leurs conspirations sont à l'échelle de leur immortalité, et bien difficiles à discerner pour les humains dont la vie est si courte. Certaines de ces conjurations mises en place dans l'Antiquité n'ont pas encore porté leurs fruits. Si la présence des Lamianes est rarement découverte, leur influence n'en est pas moins sensible. Voilà ce que disait Liber Mortis à leur sujet. J'ai voyagé jusqu'à la terre des morts, et foulé les palais en ruine de Lamia, au-delà des eaux noires de la rivière des morts, et là, j'ai trouvé la source du mal. Sur une statue érodée par le temps, j'ai vu la marque des vampires. Dans l'ancienne Neekara, les femmes avaient l'interdiction d'entrer dans le clergé et, par conséquent, ne pouvaient accéder à l'apprentissage de la magie. Cette situation devait changer dans la cité de Lamia, sous le règne de la reine Neferata, qui créa une congrégation de femmes et leur permit d'apprendre ce qui leur avait été refusé jusque-là. De nombreuses femmes furent attirées par cette sororité, et certaines vinrent même d'autres cités pour recevoir leurs enseignements aux pieds de Neferata. En interdisant la magie aux femmes, les prêtres de Neekara avaient fini par les pousser à se tourner vers la plus noire de toutes, la nécromancie de Nagash. Parmi ses élèves les plus prometteuses, Neferata choisit celle qui devait devenir sa progéniture, des vampires femelles d'une beauté surnaturelle et d'une immense érudition occulte. Lors de la chute de Lamia, seules quelques-unes des sœurs Lamianes survécurent pour s'enfuir aux côtés de leur maîtresse. Elles fuirent d'abord les troupes d'Al-Khadizar, puis ses frères après la défaite de Nagash. Neferata et ses filles des ténèbres se rendirent jusque dans le vieux monde. Se dissimulant sous l'aspect de femmes ermites énigmatiques ou de favorites exotiques des chefs de tribus, les sœurs Lamianes s'instituèrent prophétesses et conseillères, accumulant pouvoir et influence au sein des tribus primitives qu'elles y trouvèrent. Elles employèrent pour la première fois ce pouvoir en déclenchant une attaque contre le royaume de Strigos, qui était alors tombé sous la coupe du Shoran. Après la chute de Strigos, les Lamianes utilisèrent leur puissance une seconde fois, enlevant une armée grâce à laquelle elles enlevèrent le pinacle d'argent aux nains et en firent leur citadelle. Installèrent au pinacle d'argent, Neferata se mit à diriger les actions et les machinations de ses filles. La civilisation des humains évolua, et les Lamianes en firent autant. Elles abandonnèrent leurs personnages d'anachorètes et de favorites pour adopter l'aspect d'aristocrates excentriques et de séduisantes espionnes. Enfermée dans sa forteresse, Neferata changeait elle aussi. Elle devint indifférente et glacée à force d'oisiveté. Comme elle tombait dans la langueur qui s'empare de nombreux vampires lorsqu'ils atteignent un très grand âge, le contrôle qu'elle exerçait sur ses émissaires se relâcha. Leur loyauté fut mise à l'épreuve, et certaines, comme Lady Dac de Bretonie, bravèrent ses commandements pour engendrer leur progéniture comme elle l'entendait. D'autres, comme Katharine, la tsarine vampire du Kislev, la défièrent ouvertement, en recherchant un pouvoir immédiat sur les humains, plutôt que d'attendre le moment indéfini et lointain où leur reine leur signifierait que leur temps était enfin venu. Pendant un certain temps, les Lamianes se querellèrent et bataillèrent les unes contre les autres. Celles qui étaient restées loyales à Neferata complotèrent contre les renégates au cours d'un conflit qui se déroula dans l'ombre et ne fut que rarement entrevu par les yeux des mortels. Finalement,
il s'avéra que dans sa grande sagesse, Néferata avait eu raison. La tsarine vampire fut abattue par un groupe de Kislévites, et elle devint le symbole du danger qu'il y a pour les Lamianes à faire étalage de leur puissance avant que le monde ne soit prêt à plier devant elle. Cependant, la faille qui s'était creusée ne se referma pas, et il existe encore de nos jours des renégates Lamianes qui ne font pas partie de la sororité. Ne sachant pas grand-chose de leur héritage, elles agissent indépendamment, refusent de se mêler des intrigues de Néferata et ne se soumettent à personne. Dans les régions les plus reculées du Vieux Monde, comme par exemple Sonnétal dans les principautés frontalières, des villes entières sont tombées sous le joug de ces ensorceleuses. En ces endroits horribles, des zombies gardent les portes des villes pour empêcher la population de fuir la menace que la caste de femmes vampires fait peser sur elle chaque nuit. De tels lieux ne peuvent être purgés que par le feu et l'épée, au terme d'affrontements qui promettent d'être sans pitié. Les sœurs Lamianes agissent dans l'ombre, accumulant le pouvoir et tissant la toile invisible d'intrigues qui ne servent que leur propre fin. Elles ont été mêlées à de nombreuses péripéties historiques, de toute première importance, mais personne ne saurait dire à quel point leur influence a pesé sur le déroulement de ces événements. Lady Lénore, la maîtresse de Moussillon, était présente lors de la chute de cette cité, mais personne ne sait si elle a organisé toute affaire ou si elle s'est contentée d'un rôle d'observatrice. De la même façon, on sait de sources sûres que Mariana Chevaux a arpenté les rues de Mordheim peu de temps après la malédiction qui frappa cette ville, et la vampiresse Serutat avait l'oreille de nombreuses personnalités de la cour d'Arabie au temps des croisades. Les historiens qui mettent leur nez dans ces affaires n'y trouvent que leur malheur, et on connaît plus d'un érudit qui a rencontré une fin bien étrange pour avoir voulu enquêter sur des choses qu'il aurait mieux fait de laisser dans le domaine de l'inconnu. Le but ultime de la sororité lamiane se confond avec celui de Néferata elle-même. Revenir triomphalement à la cité de Lamia, où elle régnera en tant que souveraine d'un nouveau culte de sang, entièrement consacré à la vénération de sa personne. Ce projet ne semble pas facile à réaliser. Lamia, de même que l'intégralité de la terre des morts, est depuis bien longtemps sous le contrôle des rois des tombes. Malgré cela, les sœurs Lamianes continuent à financer des expéditions vers la terre des morts, dans le but de combattre ces redoutables potentats, ou de reprendre des artefacts qui leur appartenaient. Les pilleurs de tombes, les chevaliers croisés ou les explorateurs qui se lancent dans ces expéditions sont généralement inconscients des véritables motivations des mystérieuses dames qui leur servent de commanditaires et de protectrices. Cependant, il ne suffira pas de reconquérir Lamia par la force des armes, si la cité doit demeurer un champ de ruines. Lamia doit redevenir ce qu'elle était au temps de sa splendeur, avec toute sa population d'esclaves enthousiastes et dévoués. Pour y parvenir, la sororité s'est constituée un réseau de partisans passionnés au sein de la noblesse composée d'une multitude d'amants et de pantins abusés par leurs mensonges. Le jour venu, lorsque la domination des Lamianes sera à nouveau établie, tous ces gens seront prêts à les suivre vers le sud en emmenant la population de leur domaine. Mais cela ne suffit pas. Ils devront aussi se comporter en bétail consentant, offrant leur sang, impuissants à se défendre. C'est pour cela que les Lamianes suscitent les conflits religieux et manipulent les esprits, réveillant les inimitiés séculaires qui séparent les cultes de Sigmar et d'Ulric et de Ranald et de Shalaya, et ainsi de suite. Simultanément, elles encouragent les courants de pensée humanistes et aident les agitateurs à répandre l'idée que les dieux ne sont que des imposteurs, faibles et antidiluviens, que tout le monde devrait renier. Elles espèrent engendrer un monde où les dieux seront abandonnés, et où, sans le recours de la protection divine, leurs proies n'oseront plus leur résister. Pour ce faire, les Lamianes tissent des toiles dans toutes les strates de la société. Les affaires des mortels les fascinent, et nul ne peut deviner combien de femmes de sang noble et de veuves d'aristocrates ou de jeunes filles bien nées font en fait partie de leur funeste engeance, vivant dans l'opulence de palais,
Ces mystérieuses filles de la nuit font preuve de talent exceptionnel pour l'art de la politique, et leurs personnalités charismatiques font rapidement tomber les mortels sous leur charme vénéneux. Néanmoins, leur susceptibilité est aussi aiguisée que leur cerf. Aussi sont-elles promptes à la colère et difficiles à apaiser. Elles sont certainement moins habiles au combat que les dragons de sang, et ne disposent pas d'un pouvoir sur les morts-vivants comparable aux nécrararques. Mais elles sont aussi rapides que l'éclair, capables d'esquiver un boulet de canon ou de saisir une flèche en vol. Les Lamianes savent aussi se servir de leur envoûtante beauté, même en plein combat. La vampire a l'air si inoffensive et vulnérable que ses ennemis baissent leur garde. Après tout, quel genre de brute pourrait frapper une si belle et innocente jeune femme? Bien que les Lamianes soient des manipulatrices, elles peuvent aussi lever des légions de morts-vivants et partir en guerre. Leurs armées sont similaires à celles de l'ancien royaume de Nekara, et sont donc composées de hordes de guerriers squelettes. La plus grande surprise pour leurs ennemis est de se retrouver face à des héros mortels qui se battent aux côtés des morts-vivants. Ces êtres naïfs ne cherchent qu'à prouver leur loyauté à leur maîtresse, par de hauts faits d'armes, dans l'espoir d'être favorisés par leur bien-aimé. Une telle princesse de la non-vie refusera de patauger au combat dans la boue comme un vulgaire paysan, ou de se contenter de la dignité douteuse de chevaucher une bête non morte décrépite. Elle préfère se rendre à la bataille sur des palanquins dorés appelés trônes de sabbat. Les Lamianes ont également protégé l'humanité en l'aidant à se fortifier contre d'autres menaces. Il ne leur servirait à rien de gouverner l'humanité pour se contenter de la voir succomber aux assauts des forces du chaos. Elles n'ont pas non plus l'intention de laisser le vieux monde tomber sous la coupe des von Karstein. Leur souveraineté sur la Sylvanie et leur tentative régulière de prendre le contrôle de l'Empire par la guerre constituent depuis longtemps une épine dans le flanc de Neferata. Au fil du temps, Neferata a fini par détester toutes les autres lignées. D'abord pour avoir échoué à tenir Lamia, ensuite pour leur trahison lorsqu'elles ont choisi Vachanesh comme chef, le préférant à elle, et enfin pour le simple délit d'exister et d'avoir l'audace de rivaliser avec elle. L'un de ses objectifs est de provoquer la chute de toutes les autres lignées et leur mise en esclavage. Ce fut sous l'instigation de Neferata que les tribus primitives attaquèrent Strigos, que Norgul trouva un passage qui lui permit d'accéder au sein des saints du temple de Myrmidia où l'attendait l'instrument de sa perte, sans surveillance, et aussi que la société Tsaverich Pavel lutte encore de nos jours, et par tous les moyens, contre l'infiltration des von Karstein dans le monde. D'une manière tout à fait atypique par rapport aux autres lignées, les Lamianes vivent au cœur de l'humanité, non pas dans des tours, des châteaux ou des cryptes isolées, mais dans les manoirs et les palais de la haute société, ainsi qu'il convint à leur statut social. Elles se faufilent parmi leurs victimes invisibles, suivant les innombrables règles d'une danse complexe et codifiée. Au sommet de la société lamiane trône Neferata. Elle ne s'absente que très rarement du pinacle d'argent, mais elle reste en contact avec ses sœurs par l'intermédiaire d'un réseau de messagers mortels et de dispositifs d'une divination magique. Ses servantes favorites reçoivent le titre de nonnes. Elles sont ses émissaires, ses diplomates en mission secrète, chargés de façonner l'histoire. Habituellement, elles entretiennent toute une maisonnée composée de serviteurs loyaux, parmi lesquels des sœurs de rang inférieur et des mortels qui les aident à maintenir l'illusion d'une vie d'aristocrate normale. Immédiatement après elles, en termes de hiérarchie, viennent les internons, qui ne disposent pas de leur propre palais, mais se font passer pour des dames excentriques. Tout comme les nonnes, elles vivent sous le toit d'autres personnes, sous l'apparence de loyales épouses et de filles obéissantes, collectant les informations et manipulant ce qui les entoure par de subtils stratagèmes. Il est bien plus facile de se dissimuler au sein de la noblesse qu'il ne pourrait y paraître. Les nobles dames doivent se conduire selon un code très rigide, mais pour peu qu'elles se conforment à l'étiquette,
personne ne leur reprochera leurs excentricités. Il existe un certain nombre de choses auxquelles une dame convenable ne s'abaisse jamais. Elle ne va pas à la chasse, ne visite pas les recoins de son domaine, et ne va pas inspecter les villages avoisinants, pas plus qu'elle ne va à la guerre. Elle reste chez elle, se préoccupe de bien tenir sa maison et de conserver un teint d'une pâleur raffinée. Lorsqu'une dame quitte sa demeure, c'est pour être vue lors d'événements mondains. Une soirée de gala, ou la première d'une pièce de théâtre par exemple. Il se trouve que la majorité de ces divertissements se déroulent de nuit. Le fait de se coucher tard est l'un des privilèges de la classe dirigeante, dont les membres n'ont aucun besoin de se lever aux aurores pour entamer une dure journée de labeur. Ainsi, pour les plus riches, il est considéré comme parfaitement normal et même élégant de ne se coucher qu'à l'aube. Seuls les paysans soupent avant le coucher du soleil. La haute société dîne tard, parfois pas avant minuit. À l'occasion, si elle se voit absolument obligée de sortir le jour, une aristocratique ombrelle permettra à une Lamilliane de ne pas se mettre à fumer visiblement sous les rayons du soleil, au cas où elle devrait descendre de sa litière, couverte ou de son carrosse. La lumière solaire n'est pas la seule chose qu'une sœur Lamilliane doit éviter. Les symboles sacrés et les miroirs peuvent révéler la véritable nature d'un vampire. Certaines Lamillianes ont la bonne fortune d'être immunisées aux effets du sacré, mais cela n'est pas le cas pour nombre de vampires de leur lignée. Au cours de leurs entraînements au pinacle d'argent, les sœurs subissent une désensibilisation partielle aux effets des symboles sacrés, qui leur permet de réprimer toute réaction de recul instinctif en présence de tels objets. Néanmoins, elles peuvent très bien ne jamais parvenir à surmonter entièrement leur sensibilité, et doivent habilement faire en sorte d'éviter, ou de réduire au minimum, toute exposition au temple, oratoire et membres du clergé, si commun dans le vieux monde. Aucune Lamilliane ne souhaite se faire démasquer par un lourdeau de prêtre portant une médaille sainte et se pencherait sur elle d'un peu trop près. Les miroirs à main que possèdent certains individus sont des disques d'acier poli qui déforment énormément les images de tout ce qui ne se trouve pas extrêmement près de leur surface. Ces objets ne sont pas très fiables pour découvrir les vampires. Les véritables miroirs sont beaucoup trop onéreux pour les gens du commun. Mais dans les riches demeures où habitent les sœurs Lamilliane, un miroir en pied est un symbole de statut social. Un autre aspect de l'entraînement dispensé par Neferata est de savoir comment éviter ces miroirs avec subtilité, en se baissant pour défroisser sa jupe au moment stratégique, ou en détournant l'attention des observateurs. Dans certains cas, une Lamilliane pourra aussi recouvrir à la maladresse et briser accidentellement le miroir qui représente une menace pour elle. En plus des membres de la sororité, Neferata est entourée de ses suivantes qui constituent la cour des immortels du pinacle d'argent. C'est là que les sœurs apprennent les usages des Lamillianes et s'exercent à pratiquer leurs artifices sur les mortels assez fous pour se rendre jusqu'au pinacle dans l'espoir de commercer avec cette communauté de riches étrangères isolées, découvrir les trésors de connaissances qu'elles sont réputées dissimuler ou admirer les plus belles femmes du vieux monde. Les suivantes rivalisent également pour gagner les attentions de Neferata et pratiquent l'art de la manipulation les unes à l'encontre des autres au sein de la société miniature de la cour. Un monde où la traîtrise se pare toujours de ravissants sourires. Les Lamillianes sont des créatures hédonistes et égocentriques qui se complaisent dans le luxe et ne reculent devant rien pour obtenir ce qu'elles désirent. Ceci dit, comme tous ceux de leurs espèces, leur corps mort et glacé ne peut ressentir aucune satisfaction à manger de la nourriture normale, ni aucune jouissance au cours d'une étreinte. Et bien que leur jeunesse et leur beauté soient éternelles, elles ne suscitent que répulsion et dégoût une fois percées à jour. Finalement, quelles que soient les richesses qu'elles amassent et les plaisirs pervers auxquels elles s'adonnent, leur joie est toujours teintée d'un arrière-goût amer. Il existe également, ailleurs dans le monde, des Lamillianes qui ne sont pas des loyales adeptes de la sororité, mais des renégates contestant la domination de Neferata. Certaines utilisent leur capacité à leur propre fin et refusent de se rallier au grand projet de Neferata pour la renaissance de Lamia.
D'autres désobéissent à leur reine pour des raisons plus douces, comme le montre l'exemple de Neferata elle-même avec Vachanesh, ou encore celui de Vlad et d'Isabella, le cœur des vampires est vulnérable, et pas seulement aux pieux bien aiguisés. Même les morts vivants peuvent connaître des sentiments très proches de l'amour. Il est souvent arrivé qu'une Lamiane finisse par éprouver tant d'affection pour le mortel qui devait être sa cible, qu'elle a fini par refuser de mettre fin à ses jours lorsqu'elle en a reçu l'ordre, ou qu'elle en a fait sa progéniture, allant ainsi à l'encontre des désirs de Neferata. Ces renégates sont rejetés par leurs sœurs, et parfois pourchassés et transformés en Vargeist, bien que les loyales filles de Neferata trouvent peu de plaisir à disposer ainsi de leurs cousines égarées. Pour éviter d'attirer une attention malvenue, les Lamianes se nourrissent généralement sur des victimes consentantes. Certaines de ces victimes sont des hommes qui s'imaginent être engagés dans des histoires d'amour enflammées, sans se rendre compte que les souvenirs torrides qu'ils ont de leurs étreintes ne sont que des suggestions implantées par une vampiresse repue. D'autres sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, mais ils sont tout disposés à présenter leur cou dénudé en échange des privilèges que la puissante sororité peut leur concéder. Ces acolytes des Lamianes rendent également d'autres services à leur maîtresse. Éperdument amoureux et dévoués, ils font tout ce qu'elle désire, et cela peut aller du portage de leur litière jusqu'à monter la garde pendant qu'elle dort. Chacun rêve de devenir son amant pour l'éternité, mais il est rarissime qu'il soit choisi. Les Lamianes peuvent se montrer capricieuses, et lorsque l'une d'elles se fatigue de son jouet, elle n'éprouve généralement aucun regret à le détruire. Les Lamianes s'efforcent de ne pas saigner leurs victimes à blanc trop fréquemment, mais lorsque cela se produit, elles n'ont jamais la maladresse d'abandonner un corps exsangue dans la rue. Ce genre de choses suscite immanquablement toutes sortes de questions et d'enquêtes qui peuvent être difficiles à étouffer. Cela peut même obliger une dame à supporter que des hommes de guet puants et débraillés viennent piétiner dans son salon. Il faut établir une distinction entre les membres de la lignée des Lamianes et les membres à part entière de la sororité Lamiane. Les jeunes femmes qui possèdent les attributs souhaitables sont invitées à se joindre à la lignée et envoyées au pinacle d'argent où elles entrent au service de Neferata comme suivantes. Là, au pied de leur reine, on les éduque à toutes sortes d'arts, aussi bien ceux de la magie que ceux de la manipulation. Les plus doués sont enrôlés dans la sororité et envoyés dans le monde pour y travailler au grand projet de Neferata. Celles qui ne rejoignent pas la sororité restent au pinacle d'argent pour y servir leur reine, transmettre leur savoir aux nouvelles arrivées et, si elles sont réellement favorisées par Neferata, prendre soin de ses innombrables chats. Certaines Lamianes coupent à cette période de formation et passent directement de la vie mortelle à l'intégration de la sororité. Habituellement, ce sont des femmes de pouvoir qui se rendent déjà utiles aux Lamianes. Par exemple, des veuves ayant le contrôle du domaine de leur défunt mari, ou de jeunes demoiselles sur le point de faire un mariage prestigieux. Elles accèdent directement à la sororité et sont formées sur le terrain par leur mère des ténèbres afin de conserver leur identité et de maintenir l'illusion de la mortalité. Plus rares encore sont les mâles qui les impressionnent suffisamment pour être invités à se joindre à la lignée. On connaît quelques cas d'hommes exceptionnels ayant rejoint les Lamianes, mais bien qu'ils aient été acceptés, aucun d'eux n'a jamais eu l'accès complet au cercle intérieur du pinacle d'argent et, à l'évidence, été intégré à la sororité.